Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. La nuit étend son voile, avec elle surgissent les ombres du mystère. Ce soir, nous allons lever les yeux vers le ciel, plongeons dans l'inconnu et descendons sous terre pour explorer les confins du visible et de l'invisible. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Un autre regard. Nous avons toujours eu une relation intime avec la lune, inspiratrice de légendes et de croyances. Elle rythme les marées et influence, dit-on, notre psyché et nos rituels. Alors qu'elle soit vénérée, crainte ou utilisée comme support pour des pratiques ésotériques, la lune fascine et interroge. Quels sont les rituels qui lui sont associés? Quels secrets renferment ces cycles? Nous explorerons ensemble les liens entre cet astre et le monde de l'occulte. Puis, nous quitterons la Terre, ou du moins, nous essaierons de comprendre ce qui a pu arriver à Travis Walton. Enlevé en pleine forêt sous les yeux de ses collègues, cet homme affirme avoir vécu une expérience de contact rapproché avec des êtres venus d'ailleurs. Hallucination collective ou preuve tangible d'une intelligence extraterrestre, son témoignage, l'un des plus troublants de l'histoire des enlèvements, continue de diviser les sceptiques et les chercheurs. Enfin, nous descendrons dans les profondeurs de Paris, dans un lieu où l'histoire et le macabre se mêlent, les catacombes de Paris. Cet empire des morts aux galeries infinies renferme bien plus que des ossements. Apparitions, disparitions inexpliquées, légendes de passages interdits. Que cache réellement ce labyrinthe souterrain? 3 sujets, 3 portes ouvertes vers l'inconnu. Alors accrochez-vous, nous allons plonger ensemble dans les mystères de la nuit. Alors depuis l'aube de l'humanité, la lune fascine et intrigue. Observée dans le ciel nocturne, changeant de forme au fil des mois, influençant les marées, elle est le premier astre avec lequel l'homme a tissé un lien intime. Lumière dans l'obscurité, gardienne des mystères nocturnes, messagère des dieux, la lune est un symbole puissant de transformation, de cycle et de passage entre les mondes. Mais au-delà de sa présence astronomique, la lune est investie d'un rôle sacré, magique et spirituel. De la Mésopotamie, en passant par l'Égypte, la Grèce antique, le chamanisme et les traditions wiccanes, cet astre s'est vu attribuer des pouvoirs et une influence considérable. Son cycle rythmant la vie terrestre est devenu un repère fondamental pour les rituels et les pratiques ésotériques. Nous allons plonger dans l'histoire, les croyances et les rites qui entourent cet astre céleste et tenter de percer le voile des secrets lunaires. Alors depuis les civilisations antiques, la lune est perçue comme une divinité ou un intermédiaire entre les mondes terrestres et spirituels. La lune, elle a toujours occupé une place centrale dans les mythes, dans les religions et les différentes traditions des peuples anciens. Elle est souvent perçue comme une déesse ou une entité bienveillante, mais aussi comme une force pouvant générer crainte et fascination. Dans presque toutes les grandes civilisations, la lune est représentée sous une forme féminine, contrastant avec le soleil qui est souvent plus masculin. Elle symbolise le cycle de la vie, de la naissance à la mort, et elle est étroitement liée à la fertilité, aux marées et au mystère du temps. Alors déjà, en Égypte antique, la lune est associée à Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture, mais aussi à Khonsu, dieu lunaire et voyageur céleste. Les Égyptiens croyaient que la lune influençait le destin et servait en quelque sorte d'horloge divine. Si l'on regarde du côté de la Grèce et de Rome, 3 grandes figures lunaires dominent. Sélénée, la lune personnifiée qui parcourt le ciel sur son char argenté. Artémis, ou Diane, déesse de la chasse, de la nature, mais aussi gardienne des mystères lunaires. Et puis Hécate, associée à la lune noire et aux forces occultes, protectrice des sorcières et des carrefours entre les mondes.
En revanche, du côté des Celtes et des Nordiques, la lune est liée au cycle de la nature. Les druides observaient ces phases pour organiser leurs rites et leurs fêtes sacrées. Chez les Vikings, Mani, dieu de la lune, poursuivit sa course dans le ciel, traqué par un loup géant. Et si on pousse aux confins de la Terre, en Chine, la lune, elle, est associée à Chang'e, une déesse qui réside sur l'astre et après avoir bu un élixir d'immortalité. Chez les Aztèques, la lune était représentée par Cuyosolqui, une guerrière dont la chute symbolise l'alternance entre le jour et la nuit. Donc partout, la lune est perçue comme une force cyclique, régissant le temps, les marées et les destinées humaines. Alors, l'effet gravitationnel de la Lune sur les océans est bien connu. Elle provoque bien sûr ce qu'on appelle les marées, influençant le mouvement des eaux terrestres. Dans de nombreuses traditions, on pense que cette influence ne s'arrête pas aux océans, mais s'étend aux liquides présents dans le corps humain, renforçant ainsi le lien entre la Lune et le cycle menstruel, la grossesse et même les émotions. Donc, beaucoup de cultures considèrent que le cycle de la femme est synchronisé avec celui de la Lune, influençant sa fécondité et la régénération du corps. Si on regarde du côté du sommeil, la pleine lune est souvent accusée de provoquer des insomnies et des rêves plutôt intenses. Certaines recherches scientifiques suggèrent que la luminosité accrue affecte en fait le rythme circadien. Et au niveau d'un comportement humain, le terme lunatique vient de la croyance que la lune peut affecter l'humeur et le comportement. Certaines études rapportent une augmentation des crimes et des crises psychotiques lors de pleine lune. Alors, on parle souvent de ce qu'on appelle l'effet de pleine lune. Donc, c'est associé, comme je disais tout à l'heure, à des troubles de sommeil, des émotions qui sont exacerbées et même une augmentation de la criminalité. Alors, les études scientifiques sur le sujet restent tout de même partagées. Et puis, on ne peut pas parler et évoquer les pouvoirs de la lune sans le lycanthropisme. Alors, depuis des siècles, la lune est indissociable de la figure du loup-garou. Cette créature mi-homme, mi-bête, condamné à se métamorphoser sous l'influence de l'astre nocturne. Mais pourquoi ce lien si étroit entre la pleine lune et le lycan ? Alors, dans de nombreuses traditions, le loup est perçu comme une créature mystique, indomptable et sauvage, souvent en lien avec la nuit et la lune. Les hurlements du loup à la pleine lune, alors bien que scientifiquement les loups hurlent pour communiquer plutôt que de saluer l'astre nocturne, le folklore a toujours vu dans ce comportement une connexion mystérieuse entre ce prédateur et la lune. Il est aussi un animal qui est psychopompe. Dans plusieurs mythes, le loup est un guide des âmes dans l'au-delà, ce qui le rapproche des cycles lunaires de mort et de renaissance. C'est un symbole de force et d'instinct primal. Associé à la chasse, à la survie et à l'esprit de meute, le loup représente l'instinct brut, souvent mis en opposition à la civilisation. Alors, la lune est associée au cycle aux marées. Chez l'homme, elle incarne un genre en fait de pouvoir caché qui est réprimé par la raison, mais qui à certains moments peut émerger de façon incontrôlable, un peu comme le loup perd son humanité lorsqu'il se transforme. Donc, le symbolisme de la pleine lune, c'est le moment où il y a finalement un apogée d'énergie. Donc, elle est censée amplifier les pulsions profondes et révéler la nature cachée des êtres. On parle souvent de folie lunaire en psychiatrie ou de crise lunatique. On parle dans certaines cultures que la pleine lune est associée à des accès de rage, des comportements qui peuvent être violents ou incontrôlés. En sorcellerie et dans diverses traditions occultes, la lune, elle, c'est une source d'énergie provoquant des transformations qui sont physiques et spirituelles. Ainsi, la pleine lune, c'est le moment de la métamorphose. Donc, le loup-garou incarne l'ombre, la part cachée de l'être humain qui ne peut être réprimée que dans des conditions normales. Sous la lumière de la lune, cette part refoulée refait surface, transformant l'homme en bête sauvage. Alors, dans certaines croyances chrétiennes du Moyen-Âge, on considère que la pleine lune permet aux esprits démoniaques d'exacerber les instincts primaires des hommes, favorisant violence et les fameuses métamorphoses surnaturelles, dont la lycanthropie, qui est alors vue comme une genre de malédiction diabolique, souvent liée à des pratiques occultes. Donc, le lien entre la lune et les loups-garous dépasse largement le folklore. Ça illustre quelque part une dualité profonde en l'homme, l'équilibre fragile entre civilisation et instinct, entre la lumière et l'ombre. La pleine lune ne transforme peut-être pas littéralement les hommes en bêtes, mais elle agit comme un révélateur des émotions enfouies, un amplificateur des instincts et un déclencheur de métamorphoses intérieures.
Si on regarde un peu plus les pratiques ésotériques et magiques liées à la Lune, donc les sorcières, occultistes et autres adeptes de magie utilisent toujours la Lune comme un puissant catalyseur d'énergie. Chaque phase lunaire a son influence spécifique sur les rituels. Ainsi, la nouvelle Lune, un moment de renouveau, est propice au nouveau départ, aux intentions et à l'introspection. C'est une période idéale pour planter les graines de projets futurs. Le premier croissant, c'est une genre d'énergie ascendante, elle favorise la croissance, la motivation et la mise en place des intentions formulées en nouvelle lune. La pleine lune, c'est le moment de puissance maximale. C'est idéal pour les rituels de protection, de clairvoyance et d'abondance. La pleine lune, c'est également propice aux révélations et aux messages spirituels. Quand on passe en lune décroissante, c'est un moment de libération, de bannissement et de purification. On l'utilise par exemple pour se débarrasser des énergies négatives et de mauvaises habitudes. Et la lune noire, donc ça c'est ce qu'il y a avant la nouvelle lune, c'est associé à la transformation et à l'ombre. Elle est souvent liée aux pratiques ésotériques avancées et aux rituels pour Hécate par exemple. Alors quels sont les rituels lunaires les plus connus ? Alors déjà, on peut pratiquer ce qu'on appelle les bains de lune. Donc ça permet de se charger de l'énergie lunaire en s'exposant à sa lumière pour purifier l'esprit et apaiser les tensions. C'est un moment que certains utilisent pour charger des cristaux et des objets magiques. Donc, par exemple en lithothérapie, les pierres comme la labradorite, les pierres de lune ou le quartz sont souvent laissées à la lumière de la pleine lune quelque part pour amplifier leur pouvoir. Et c'est le moment où on peut écrire des intentions. Donc lors de la nouvelle lune, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup écrivent leurs désirs sur du papier, les brûlent ou les enterrent pour matérialiser leur réalisation. C'est un moment d'invocation et de méditation lunaire. Donc, certaines traditions incluent des prières à Sélénée, Artémis ou Hécate pour demander guidance et protection, par exemple. Alors, quelles sont les croyances contemporaines quant à la Lune ? Donc, aujourd'hui encore, la Lune finalement inspire et influence nos pratiques. En astrologie, elle est associée aux émotions et à l'inconscient. Donc, son signe natal détermine notre nature intérieure et notre sensibilité. En Wicca et en néopaganisme, elle est au cœur des rites, elle est honorée comme un principe féminin sacré. Et puis dans les légendes urbaines, elle reste totalement liée au surnaturel. Loups-garous, malédictions, phénomènes paranormaux, tout s'accroît et tout s'accélère avec la pleine lune. Donc finalement, la lune est un miroir de nos croyances, de nos espoirs et un sacré mystère. Donc elle éclaire nos nuits, bien sûr, mais aussi nos esprits, oscillant entre science et ésotérisme, entre réalité et magie. En tout cas, astre de mystère, de féminité et de transformation, la Lune continue de captiver l'imagination des peuples. Son influence sur les rites ésotériques, la nature et notre psyché demeure un sujet d'étude et de fascination. Alors dans la nuit éternelle du cosmos, elle veille, gardienne silencieuse des secrets du temps. Alors depuis des siècles, on a vu que la Lune n'attire pas seulement les loups-garous et les praticiens de la magie, mais qu'elle est aussi propice aux manifestations d'ovnis et d'extraterrestres. Alors, de nombreux témoignages d'enlèvement rapportent que ces événements se produisent sous l'éclat lunaire, dans des endroits reculés, où le voile entre notre réalité et l'inconnu semble bien plus mince. C'est précisément dans une forêt dense d'Arizona, par une nuit paisible sous une lune éclatante en 1976, que Travis Walton et ses collègues bûcherons vont vivre l'impensable. Alors, ce qui finalement devait être une journée de travail ordinaire va se transformer en l'un des cas d'abduction les plus troublants et documentés de l'histoire. Alors, que s'est-il réellement passé ce soir-là ? Travis Walton a-t-il été victime d'un phénomène paranormal ou d'une illusion collective ? Est-ce un canular ou un véritable enlèvement extraterrestre ? Alors, avant de passer à la deuxième partie de notre émission sur cette fameuse abduction de Travis Walton, je vous propose une petite pause musicale. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Alors, de retour sur Radio G 101.5 FM, en DAB+, bien sûr, et en streaming sur radio-g.fr. Et si vous manquez notre émission, pas de panique, retrouvez tous les podcasts sur le site de la radio. On était en train de discuter tout à l'heure de la Lune et de ses symbolismes. Nous voilà rendus
à un enlèvement extraterrestre. Je parle de celui de Travis Walton. Donc, eh bien, c'est parti. Je vais vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Alors, ça va se dérouler en plusieurs parties. Je vais vous raconter l'histoire et après, on fera une petite analyse ensemble. Est-ce que c'est crédible ou pas ? Les arguments en faveur, effectivement, d'un enlèvement, les arguments qui nous font douter. On fera un petit point là-dessus ensemble. Alors, l'air est glacial en cette soirée du 5 novembre 1975, dans la forêt nationale d'Apache Graves, en Arizona. La lune, voilée par des nuages, projette des ombres mouvantes entre le tronc des immenses conifères. Dans le pick-up brinque-ballant, 7 hommes rentrent d'une longue journée de labeur. Travis Walton, jeune bûcheron de 22 ans, est assis sur la banquette arrière. Il plaisante avec ses collègues, fatigué mais satisfait du travail accompli. Le chef d'équipe, Mike Rogers, conduit prudemment sur la piste caouteuses. Il songe au délai serré imposé par le contrat forestier qu'ils doivent honorer. La fatigue pèse sur chacun d'eux et le silence s'installe peu à peu dans l'habitacle, seulement troublé par les vrombissements du moteur. Puis, soudain, une lumière intense déchire l'obscurité. D'abord, ce n'est qu'un éclat diffus à travers les arbres, un éclat étrange, doré, pulsant, comme si quelque chose brillait entre les branches. Ce n'est pas un feu, pense-t-il immédiatement, trop stable, trop uniforme. C'est quoi ça ? Lâche l'un des hommes, la voix nouée d'appréhension. Mike Rogers ralentit le camion et avance maintenant au pas. La lumière devient plus vive, projetant des ombres inquiétantes tout autour d'eux. Et puis, il le voit. Là, dans une clairière dégagée entre les pins, un engin discoïdal flotte à quelques mètres du sol. L'objet mesure environ 6 mètres de diamètre, légèrement aplati sur le dessus, mais il n'émet aucun bruit. Si ce n'est un bourdonnement grave, à peine perceptible, vibrant dans l'air comme un genre de courant électrique sous tension. Son extérieur est lisse, métallique, et il semble osciller légèrement, comme suspendu par une force invisible. Une lumière éclatante bleu-blanc irradie depuis sa base, projetant des ombres mouvantes sur le sol jonché d'aiguilles de pin. Les 7 hommes sont figés. Personne ne parle. Travis, lui, est hypnotisé. Travis s'approche de l'inconnu. Contre toute attente, il ouvre brusquement la portière du pick-up et descend. « Travis, qu'est-ce que tu fous ?» hurle Mike. Mais il ne répond pas. Ses pas crissent sur le sol alors qu'il avance lentement vers l'engin. Chaque détail de la scène s'imprime dans son esprit. L'odeur de résine brûlée dans l'air, la vibration étrange qui semble résonner dans sa cage thoracique, le froid mordant de la nuit qui contraste avec la chaleur presque imperceptible qui émane de la chose. Il se rapproche, le cou tendu vers le haut. Ses yeux captent des détails impossibles à comprendre. La surface du vaisseau semble liquide, mouvante, comme si la lumière y glissait sans jamais s'y fixer. Derrière lui, ses collègues lui crient de revenir, mais il ne les entend plus. Puis, tout bascule. Sans avertissement, un éclair de lumière bleutée jaillit de l'engin et frappe Travis en pleine poitrine. L'impact est brutal, son corps est projeté en arrière comme une poupée désarticulée, soulevé des terres et propulsé à plusieurs mètres de là. Les hommes dans le camion hurlent. Travis s'écrase violemment sur le sol, immobile. Un silence de mort s'abat sur la clairière. « On se casse !» Pris de panique, Mike écrase l'accélérateur, les roues du camion patinent un instant dans la terre meuble avant de bondir en avant. Les bûcherons s'enfuient à toute allure. Le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Derrière eux, le vaisseau reste là, suspendu au-dessus du corps de Travis. Puis, en une fraction de seconde, il disparaît. Noir, un noir absolu, un néant sans fin. Puis, une douleur sourde dans tout le corps. Travis ouvre les yeux. Au début, tout est flou, ses paupières sont lourdes, son esprit est embrouillé. Il a l'impression d'émerger d'un rêve fiévreux.
Il tente de bouger, mais ses membres sont comme engourdis. Un bourdonnement aigu résonne dans son crâne. Lentement, il prend conscience de son environnement. Il est allongé sur une table métallique froide, sous une lumière intense et aveuglante. L'air est étrangement stérile. Une odeur indéfinissable flotte dans l'atmosphère, comme un mélange de métal et de plastique brûlé. Son cœur rate un battement lorsqu'il voit les silhouettes autour de lui. 3 êtres se tiennent près de lui, petits, à peine 1,20 m de haut. Leurs traits sont inhumains. Leur peau est grisâtre, cireuse et d'une finesse effrayante. De grands yeux noirs et ovales occupent la majeure partie de leur visage. Aucune bouche visible, aucune expression. Ils l'observent en silence. Un frisson de terreur pure traverse Travis. Son souffle devient saccadé. Il essaye de hurler, mais sa gorge est sèche et aucun son ne sort. Puis, dans un réflexe de survie, il bondit hors de la table. Les êtres ne réagissent pas immédiatement. Ils l'observent, immobile, comme s'ils l'étudiaient. Travis repère alors une ouverture, une porte à peine perceptible dans le mur lisse. Il se rue vers elle. L'espace dans lequel il débouche est différent, plus vaste, plus sombre. Il n'est plus dans une simple salle d'examen. Il avance à tâtons, ses yeux cherchent désespérément une issue. Puis il le voit. Un autre être, différent, humanoïde. Il est plus grand, vêtu d'une combinaison bleue, blond aux traits presque humains, mais parfaitement lisse, irréel comme une genre de statue articulée. Avant que Travis n'ait le temps de dire un mot, tout devient flou. L'air devient plus lourd, ses pensées se troublent, son corps s'engourdit, puis plus rien. Un éclat de lumière, un vent glacial, il est allongé sur une route déserte en pleine nuit. Le bourdonnement familier d'un moteur se fait entendre au loin. Une station-service illuminée apparaît à quelques centaines de mètres. Il est de retour. Mais pour lui, seul, quelques heures se sont écoulées. Il ne sait pas encore qu'il a disparu 5 jours entiers. Voilà ce que Travis Walton raconte de cette nuit. Mais que s'est-il réellement passé à bord de ce vaisseau ? La suite de l'affaire va soulever plus de questions qu'elle n'apportera de réponses. Donc nous allons étudier ensemble l'affaire Travis Walton, l'un des enlèvements les plus troublants de l'histoire. Alors c'est le cas quand même qui est le plus documenté et certainement un des plus controversés de l'histoire de l'ufologie. Ça a suscité une multitude d'enquêtes, des tests, des détecteurs de mensonges et des décennies de débats. Pourtant, il n'y a aucune explication conventionnelle qui a pu être apportée à cette affaire. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette disparition ? Est-ce qu'il a réellement été enlevé par des extraterrestres ? Ou est-ce que finalement c'est un canular soigneusement orchestré ? Plongeons dans l'un des mystères les plus déroutants de l'histoire des phénomènes inexpliqués. Alors, Travis Walton, il reste introuvable pendant 5 jours et à peu près 6 heures. Il a déclenché une vaste opération de recherche qui a impliqué des forces de police locales, des volontaires et même des hélicoptères. Alors, dès que les 6 bûcherons signalent la disparition de leur ami, le shérif, Marlin Gillespie, et l'inspecteur Ken Copeland se montrent sceptiques. Ils soupçonnent un homicide déguisé en enlèvement extraterrestre et finalement placent l'équipe de Travis sous surveillance. L'hypothèse principale des enquêteurs à ce moment-là, quelle est-elle ? Est-ce que c'est une querelle entre Travis et ses collègues qui aurait mal tourné ? Est-ce que cette histoire d'OVNI servirait juste à masquer le crime ? Alors pour lever tout doute, les 6 bûcherons acceptent de passer un test au détecteur de mensonges. Alors c'est administré par Cy Gilson, c'est un expert du département de la sécurité publique d'Arizona, donc il n'en est pas à son premier test. Donc le résultat, c'est que 5 réussissent le test et 1 reste inconclusif, mais en tout cas, aucun ne ment. C'est là où finalement l'explication d'un meurtre maquillé en rencontre extraterrestre s'effondre. Donc les autorités n'ont plus qu'une question en tête, mais où est passé Travis Walton ? Donc le 10 novembre à 2h du matin, Travis réapparaît soudainement, déshydraté et hagard, près d'une station-service à Heber, en Arizona, et il croit n'avoir été absent, lui, que quelques heures. Il a regagné une cabine téléphonique dans un petit village, où il a appelé Mike Rogers, son patron.
Lors de cet appel, Walton semblait avoir du mal à réaliser ce qui lui était arrivé. Sa voix était marquée par l'anxiété et la confusion. Il a expliqué qu'il se trouvait dans un endroit qu'il ne connaissait pas, avant de détailler qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. Il a aussi mentionné qu'il avait été abandonné près de la cabine téléphonique après avoir subi des expériences à bord du vaisseau spatial. Alors, après avoir repris ses esprits, Travis me livre en fait un témoignage qui semble tout droit sorti d'un film finalement. Alors, il s'est réveillé dans une pièce blanche, allongé sur une table d'examen, incapable de bouger. 3 petits êtres humanoïdes, à la peau pâle et aux grands yeux, l'observent en silence. Il est pris de panique. Il tente de s'enfuir et finit par être conduit dans une autre salle où il rencontre cet humanoïde blond qui porte une genre de combinaison bleue. Et il se rappelle ensuite une opération médicale, puis le trou noir avant de se réveiller au bord de cette route. Alors, bien sûr, on lui fait passer des examens médicaux. Donc, les tests médicaux effectués sur Travis relèvent des éléments qui sont tout de même surprenants. Il a perdu plusieurs kilos. Il n'y a aucune lésion majeure ni radiation qui sont détectées. Alors, son état mental est instable. Il oscille entre paranoïa et confusion, mais qui sont finalement des symptômes typiques d'un stress post-traumatique. Alors, l'affaire Travis Walton, c'est l'un des cas en fait les plus controversés. Il y a plusieurs éléments qui renforcent son authenticité. On va voir ça ensemble. Le premier point, c'est les témoignages cohérents et concordants de ses collègues. Il y a les 6 bûcherons qui accompagnaient Travis ce soir-là. Ils ont tous rapporté la même version identique des événements. Une lumière intense, un objet qui flotte en forme de disque, un rayon qui frappe Walton et sa disparition immédiate. Donc, ils ont été soumis à des interrogatoires séparés et ont toujours, au fil des ans, maintenu leur version. Deuxième point, les tests de détecteurs de mensonges. Donc, quelques jours après la disparition de Travis, 5 des 6 témoins ont passé un test au polygraphe, donc supervisé par un expert, et il n'y a aucun mensonge qui a été détecté. Travis lui-même a subi plusieurs tests au polygraphe, donc au détecteur de mensonges, au fil des ans, et la majorité d'entre eux ont conclu qu'il disait la vérité. Donc, selon les experts, la probabilité d'une tromperie collective est quand même extrêmement faible. Il faut dire aussi que son témoignage est resté cohérent malgré les années. Alors, troisième point qui nous fait dire que c'est réellement arrivé, c'est l'état de Walton à son retour. Alors, lorsqu'il réapparaît, 5 jours plus tard, il est amaigri, il est totalement déshydraté et en état de choc. Donc, il présente tout de même des signes physiologiques inhabituels, comme un taux de cétone qui est anormalement élevé, qui suggère qu'il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Donc, son état physique, on va dire, concorde avec quand même un scénario de captivité. Alors, il est retrouvé dans un état d'amaigrissement marqué, son poids a diminué plusieurs kilos et il présente des signes de carence, en tout cas en nourriture et en eau. Ce qui est quand même très difficile de le simuler. Si c'est un canular, c'était quand même du taf. Et puis, il a des comportements et des réactions émotionnelles qui sont tout à fait... il est en état de choc profond et souffre de troubles cognitifs et de désorientation. Les témoins de son retour ont rapporté qu'il était visiblement bouleversé et totalement désorienté. Il avait même un comportement qui pouvait être incohérent. Donc ce genre de réactions émotionnelles et biologiques sont quand même difficiles à feindre, surtout après une telle épreuve. Et puis après son rétablissement initial, Travis a rapporté une genre d'amnésie partielle concernant les événements survenus depuis sa disparition. Ce qu'on peut conclure, c'est que l'ensemble des signes physiques observés chez Travis Walton à son retour, rendent quand même l'idée d'un canular peu plausible, car il semble avoir subi des effets quand même physiologiques et psychologiques réels, d'un événement qui était quand même extrême et traumatique. Alors, si ce n'est pas un enlèvement extraterrestre et si ce n'est pas un canular, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Donc là, il y a certains qui avancent l'hypothèse d'une fugue volontaire. Alors pourquoi disparaître en pleine forêt, sans vivre, sans vêtements de rechange, et puis en s'affamant pendant 5 jours, c'est quand même un petit peu effectivement bizarre. Alors, il y a une idée qui circule qu'il aurait été séquestré par des humains. Donc, il aurait pu présenter mais bizarrement, il n'a pas présenté de traces de violence ou d'entrave, ce qui est du coup, il n'y a aucune explication, on va dire terrestre, qui semble tenir la route. Autre élément important, des observations d'OVNI qui ont été signalées au même moment. Des habitants de la région ont rapporté avoir vu des lumières étranges dans le ciel cette nuit-là. Donc, dans les années qui ont suivi, des ufologues ont compilé d'autres observations similaires dans cette zone, ce qui quand même accrédite l'idée d'une activité aérienne anormale. Ce sont des éléments qui sont indépendants, qui viennent quand même appuyer l'idée d'un phénomène réel.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, malgré que tous ces éléments en faveur d'une réelle abduction, il y a plusieurs arguments qui viennent quand même contester la véracité de l'incident. Et certains soulèvent des questions cruciales sur la réalité de l'expérience vécue par Travis Walton. On va voir ensemble les arguments contre l'abduction. Alors, on a dit effectivement qu'il avait réussi certains tests au polygraphe ou détecteur de mensonges. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est souvent utilisé dans les enquêtes criminelles pour évaluer la véracité des témoignages. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que son efficacité et sa précision sont quand même à l'heure actuelle, totalement débattues. Ça alimente beaucoup de controverses. Parce qu'en fait, les résultats du polygraphe ne sont pas toujours aussi simples et directs. En fait, Walton lui-même a échoué à un test ultérieur du polygraphe. Donc si celui de 1975 était jugé bon, le test a été réalisé par un examinateur expérimenté. Il a conclu qu'il ne montrait pas de signes de tromperie ou de mensonge, y compris sur les détails de l'OVNI et de son enlèvement. Celui de 1978, qui était lui passé par un autre examinateur, John McCarthy, a indiqué que Walton mentait. La question posée lors de ce test était de savoir si Walton disait la vérité concernant son enlèvement. Donc, selon McCarthy, les réponses de Walton ont révélé des signes de tromperie, bien qu'il ait réaffirmé de manière ferme qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. Donc cet échec a été interprété par certains comme un signe que l'histoire de Walton pourrait être de la fabrication ou de l'embellissement. Alors, l'efficacité du polygraphe dans ce type de situation reste quand même discutable. C'est que ce détecteur de mensonges, ça mesure en fait les changements des paramètres physiologiques, comme le rythme cardiaque, la respiration, la sudation de la peau. Donc, il y a certains experts affirment que ces changements peuvent être causés non seulement par la tromperie, mais aussi par des émotions fortes ou un stress intense, ce qui pourrait être le cas en fait quand on raconte quelque chose de désagréable qui nous est arrivé. Donc finalement, ces réactions physiologiques ont été interprétées à tort comme une tentative de dissimulation. Alors Walton lui-même, il a réagi à cet échec en expliquant qu'il avait été perturbé par l'examen et qu'il était sous une pression psychologique énorme. Il a déclaré que l'expérience de l'abduction l'avait profondément affecté et que l'anxiété qu'il ressentait pendant le test pouvait avoir contribué à des réactions physiologiques qui ont pu fausser quelque part les résultats. On va dire qu'il était dans un état émotionnel difficile à évaluer avec cet outil. Et puis il y a le cas des autres témoins. Donc les membres de son équipe ont été soumis, souvenez-vous, au détecteur de mensonges. Ils ont tous réussi leur test, ce qui a renforcé l'idée qu'ils croyaient sincèrement ce qu'ils avaient vu. Le problème, c'est que la divergence entre les résultats des polygraphes de Walton et ceux de ses collègues, a quand même jeté une petite couche de confusion. Et puis en 1993, lors d'une émission de télévision, Travis a échoué à nouveau à un test au polygraphe, ce qui alimentait les soupçons d'une supercherie. Alors, il y a quand même certains sceptiques qui quand même soulignent que le stress et la pression médiatique, si on fait ça sur un plateau de télévision, peuvent fausser un test. Il faut se souvenir que les polygraphes ne sont pas infaillibles et peuvent être influencés par des facteurs psychologiques. Deuxième point qui pourrait nous indiquer que c'est vrai ou faux au niveau de l'abduction, ce sont les preuves matérielles. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une absence totale de débris ou de traces au sol. Après l'enlèvement, les enquêtes officielles n'ont apporté aucune trace tangible laissée par l'OVNI, ni sur le sol, ni dans la végétation environnante. Aucun résidu physique, comme des débris, n'ont été retrouvés dans la forêt où Travis aurait été enlevé. En fait, les autorités locales et des enquêteurs privés, y compris ceux qui appartiennent à l'US Air Force, donc avec le fameux projet Blue Book, n'ont trouvé aucune trace de brûlure, d'impression de pied, de radiation, aucun autre indicateur d'atterrissage d'un vaisseau spatial. La zone a été minutieusement inspectée après la disparition de Walton et rien d'anormal n'a été relevé par les experts. Deuxième chose, c'est une absence totale de rayonnement anormal. Contrairement à certains témoignages non vérifiés qui affirment que des compteurs Geiger auraient détecté des radiations, il n'y a pas eu de preuve officielle de radiation élevée sur le site de l'incident. Selon les rapports d'enquête menés à l'époque par les autorités locales, il n'y a aucun débris radioactif ou anomalie de radiation
trouvés à proximité du site où cet ovni aurait été observé. Troisièmement, la végétation est restée inchangée. En ce qui concerne la végétation, il n'y a eu aucune modification anormale qui a été notée. Les témoins, y compris les membres de l'équipe de bûcherons, ne rapportaient aucune altération visible dans la végétation de la zone. Aucune brûlure, aucune déformation d'arbres ou de buissons n'a été observée par les enquêteurs. Donc ça, c'est un point clé, car une rencontre avec un ovni, qui serait suffisamment grand pour avoir plusieurs personnes à l'intérieur, serait quand même supposé laisser des traces évidentes dans l'environnement immédiat, mais il n'y a rien qui a été relevé. Pour récapituler, les enquêtes et les rapports officiels relatifs à l'incident de l'abduction de Travis Walton n'ont pas corroboré les informations selon lesquelles les traces matérielles, telles que les résidus, les radiations ou les modifications de la végétation, aient été trouvées sur le lieu. Les sources vérifiables sur cette absence de preuves incluent les rapports de la police de Snowflake, les enquêtes privées menées par des journalistes et les témoignages des experts comme James McDonald, qui est un physicien bien connu pour son scepticisme à l'égard de nombreux cas d'ovnis. Parce que normalement, on se dit qu'un phénomène d'une telle ampleur aurait dû finalement laisser des traces. Il y a le contexte financier suspect. Donc Mike Rogers, le fameux patron de Walton, avait un contrat forestier en retard et risquait des pénalités. Alors certains pensent que cette histoire aurait pu finalement être une mise en scène pour obtenir un délai et attirer l'attention des médias. Donc l'enlèvement aurait pu être une manœuvre pour échapper à des sanctions financières. L'affaire, en plus, a été médiatisée et a rapporté beaucoup d'argent à Travis et à ses collègues. Il ne faut pas oublier que son histoire inspire le film Fire in the Sky, qui est sorti en 1993, qui quand même déforme certains détails pour accentuer un peu l'aspect horrifique du récit. Autre élément qui pourrait nous faire croire que c'est un petit peu une supercherie, assez ficelée, c'est la sœur de Travis. Donc un autre facteur qui alimente le doute autour de l'histoire de l'abduction, c'est l'implication de sa sœur Karen. Donc dans les années qui ont suivi l'incident, Karen a exprimé ses réserves quant à la véracité du récit, suggérant que l'ensemble de l'histoire pourrait avoir été exagéré ou même fabriqué. Elle a notamment mentionné dans plusieurs interviews que certains détails de l'expérience semblaient totalement incohérents, ce qui a alimenté les spéculations sur une possible collusion familiale ou du moins une manipulation de l'événement pour des raisons financières et médiatiques, en clair pour faire le buzz. Une autre chose qui pourrait expliquer que c'est un canular, c'est l'influence des récits de science-fiction à cette époque-là. Donc le film télévisé The UFO Incident, qui raconte l'enlèvement de Betty et Barney Hill, venait d'être diffusé en 1975, donc juste quelques semaines avant l'affaire Walton. Et les descriptions qui sont faites des petits êtres gris ressemblent fortement aux extraterrestres de la culture populaire, en tout cas. Donc certains y voient un cas de suggestion mentale. Travis aurait pu être influencé par ces récits. Et puis d'autres experts, en neurosciences notamment, suggèrent que Walton aurait pu vivre simplement un épisode de paralysie du sommeil, un état où le cerveau finalement crée des visions extrêmes, réalistes, d'enlèvements extraterrestres. Donc pour tous ces gens-là, ça pourrait être le fruit de troubles neurologiques plutôt qu'un réel contact. Alors l'histoire de Travis Walton divise encore aujourd'hui. Si de nombreux éléments appuient son récit, le manque de preuves matérielles et certaines incohérences soulèvent quand même des doutes. Alors simple canular, hallucination collective ou véritable contact avec l'inexpliqué, la question reste ouverte. Aujourd'hui, Travis Walton continue d'affirmer que son enlèvement est réel et participe régulièrement à des conférences ufologiques. Je vous laisse donc, maintenant que vous avez eu ces éléments, décider par vous-même. Pour ce faire, je vais vous laisser le temps de la réflexion avec une pause musicale. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h. Sur Radio G. Nous sommes de retour sur Radio G Angers 101.5 FM. On a vu ensemble l'histoire fabuleuse de l'abduction de Travis Walton. Certains disent que c'est une supercherie, certains disent qu'il a réellement été enlevé, ou c'est peut-être une hallucination collective. Nous allons maintenant, mais les mystères du ciel ne sont pas les seuls à défier notre compréhension. Sous nos pieds, un autre monde tout aussi énigmatique et chargé d'histoires troublantes s'étend sous les profondeurs de Paris. Plongeons maintenant dans les entrailles de la capitale à la découverte des sombres secrets des catacombes. Alors bien sûr,
je vais m'assurer que cette partie... Alors, les catacombes de Paris, c'est un réseau complexe de tunnels et de galeries souterraines qui s'étendent sur plus de 300 km sous la ville, représentant l'une des attractions les plus fascinantes et énigmatiques de la capitale française. Celles-ci ne sont pas seulement un témoignage de l'histoire de Paris, mais aussi un lieu empreint de légendes, de croyances ésotériques et de mystères non résolus. Alors, pourquoi des catacombes ? Alors, l'origine des catacombes remonte au XVIIIe siècle, lorsque la surpopulation des cimetières parisiens est devenue un vrai problème de santé publique. Le cimetière des Innocents, par exemple, était tout bonnement plein, tellement plein que les corps s'y accumulent en couches et que ça dégage des odeurs nauséabondes. Et des épidémies de peste touchent la ville, aggravant ainsi la situation. En réponse à cette crise, les autorités décidèrent de déplacer les ossements humains de ce cimetière dans des carrières abandonnées sous Paris, créant ainsi ce qui allait devenir les catacombes. Les travaux de transfert commencent en 1786 et durent plusieurs années. Au total, des millions de restes humains ont été déplacés dans les catacombes, les ossements étant empilés dans des niches et formant des murs d'ossements impressionnants. Aujourd'hui, la partie la plus accessible des catacombes, qui est ouverte au public, contient environ 6 millions de squelettes. Alors, les catacombes ont toujours eu un genre d'atmosphère mystérieuse et au fil du temps, elles sont devenues un lieu de légendes et de récits fantastiques. L'ésotérisme et les croyances autour de la mort ont contribué à lui forger une aura de mystère. Voici quelques-unes des légendes les plus connues. Alors, tout d'abord, les esprits des catacombes. De nombreux témoins affirment avoir vécu des expériences étranges dans les catacombes, des bruits inexpliqués, des échos lointains, des apparitions ou des sensations de froid ont été rapportées par certains visiteurs. Les phénomènes sont souvent associés à la présence d'esprits des défunts qui reposent dans les ossements. Le mythe de l'âme errante est très ancré dans les croyances populaires, particulièrement dans le contexte d'un lieu aussi macabre. De nombreuses personnes associées à des mouvements ésotériques et mystiques ont trouvé dans les catacombes un lieu propice aux rituels secrets. Des symboles occultes, tels que des pentagrammes, des croix inversées ou même des rites de passage, auraient été réalisés dans ces galeries souterraines. Certains croient que les catacombes sont un point de jonction entre le monde des vivants et celui des morts, un lieu où l'énergie des âmes serait concentrée, d'où l'attraction des sociétés secrètes, des occultistes et autres alchimistes. Un exemple particulièrement célèbre est celui de l'ordre des Templiers, qui aurait été associé à certains rites dans les catacombes, bien que cela reste spéculatif. C'est également un lieu de meurtre et de mystères non résolus. Les catacombes sont également un terrain fertile pour des histoires de meurtres et de disparitions mystérieuses. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes concernant les meurtres en série ou des événements criminels commis dans les catacombes, plusieurs disparitions énigmatiques sont liées à ce lieu. Certaines personnes se sont perdues dans les catacombes, c'est un vrai labyrinthe sombre et sinueux, parfois pour ne jamais être retrouvées. On raconte que dès leurs ouvertures au public, des visiteurs imprudents se sont aventurés dans les galeries sans guide et que leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Une légende urbaine bien connue raconte qu'un homme aurait disparu en 1793 après avoir suivi un itinéraire secret dans les catacombes et que sa silhouette fantomatique serait toujours aperçue par les plus courageux. Et il y a le mystère des chambres secrètes. Au-delà des sections accessibles du site, des rumeurs persistent sur l'existence de chambres secrètes ou de galeries inconnues. Certains croient que ces espaces cachés ont été utilisés par des sociétés secrètes ou même par des criminels pour y enterrer leurs victimes. Ces rumeurs sont alimentées par le fait qu'une partie des catacombes est fermée au public et qu'il existerait un réseau de tunnels qui sont encore inexplorés, ce qui alimente donc les spéculations. Et puis un autre épisode, c'est le meurtre du frère et la chasse au trésor. Donc l'un des plus étranges épisodes liés aux catacombes est celui du meurtre de l'homme de la catacombe au début du XIXe siècle. Cette personne aurait été tuée lors d'un règlement de compte entre les membres d'une société secrète et d'un chasseur de trésors. Le corps de l'homme aurait été retrouvé, mais l'identité de son assassin et la raison exacte de son décès n'ont jamais été éclaircies. Cette histoire reste l'un des mystères persistants de ce lieu. Les sociétés secrètes ont lien avec les catacombes de Paris, donc c'est quand même un sujet qui est totalement fascinant. On va essayer d'en creuser un petit peu plus. Alors, on a parlé tout à l'heure des Templiers, donc l'ordre des Templiers, c'est le fameux ordre médiéval
du coup, a été souvent associé à des rituels occultes et à des pratiques dans les galeries. Alors, certains historiens et auteurs ont suggéré que les Templiers ou leurs héritiers, donc les chevaliers de Malte, auraient utilisé les catacombes comme lieu de rituels secrets. La franc-maçonnerie, une autre société secrète ayant des racines profondes dans l'histoire de Paris, a également été associée aux catacombes. Les maçons, qui ont souvent été liés à des rites occultes et à des symboles ésotériques, auraient eu un intérêt particulier pour les catacombes en raison de leur nature souterraine et de l'atmosphère propice aux cérémonies secrètes. Donc ces cérémonies auraient eu lieu surtout au XVIIIe et XIXe siècle. Les symboles maçonniques, comme le compas et l'équerre, et la recherche de la lumière à travers les ténèbres résonnent particulièrement bien avec l'atmosphère sombre et symbolique des catacombes. Et certains chercheurs et témoins affirment avoir vu des graffitis ou des symboles maçonniques dans les galeries, suggérant d'autant plus ce lien. D'autres sociétés secrètes, notamment celles impliquées dans l'occultisme et l'alchimie, ont également été associées aux catacombes. Donc, des nombreuses figures de l'ésotérisme au XIXe siècle, membres notamment par exemple du culte de la Lune, se sont tournées vers les catacombes comme un lieu de méditation et de rituels occultes et de recherche sur les forces surnaturelles. Donc, l'exemple notable, c'est celui du célèbre occultiste et écrivain français Jules Douanel, qui aurait, lui, utilisé les catacombes pour y organiser des cercles d'initiés dans les années 1800. Des rassemblements qui auraient eu lieu dans ces fameuses chambres secrètes. Donc, l'un des symboles occultes souvent associés à ces pratiques, c'est le pentagramme qui aurait été trouvé dans certaines parties des catacombes. Et puis, il y a le mythe du roi des catacombes, donc une légende particulièrement étrange associée aux catacombes de Paris, l'histoire d'un roi des catacombes, un homme mystérieux, souvent décrit comme initié ou un occultiste, possédant un savoir ancien sur les rites secrets. Selon les récits, ce roi utiliserait les catacombes pour mener des rituels de sacrifice ou de cercles magiques liés à des divinités oubliées. Alors, bien que ce mythe n'a jamais été vérifié, il a été alimenté par des spéculations sur l'existence de ces fameuses sociétés secrètes, et certains affirment que le roi des catacombes aurait été à la tête d'un groupe d'adeptes occultes. Si les preuves directes de l'utilisation des catacombes par des groupes occultes ou des sociétés secrètes sont quand même difficiles à établir, les rumeurs, les légendes et les symboles mystérieux retrouvés dans les galeries ajoutent quand même une aura énigmatique en ce lieu, mais il ne faut pas y oublier les phénomènes paranormaux qui ont été observés. Donc les catacombes de Paris sont souvent considérées comme un site hanté et plusieurs témoins ont rapporté des phénomènes spectaculaires. Donc des apparitions et des entités invisibles, des témoins ont affirmé avoir vu des figures fantomatiques errer dans les galeries, souvent sous forme de silhouettes floues ou de formes humanoïdes. Des récits les plus connus proviennent d'une jeune explorateur qui affirmait avoir vu une silhouette se diriger vers eux avant de disparaître. Des témoins qui ont affirmé avoir ressenti des présences malveillantes alors que l'air devenait soudain très froid. De nombreux visiteurs ont rapporté avoir entendu des voix chuchotantes dans l'obscurité, des bruits de pas ou des murmures incompréhensibles. Certains pensent que ces phénomènes sont liés aux âmes des défunts enterrés dans ce lieu, tandis que d'autres les interprètent comme des effets psychologiques ou acoustiques créés par l'écho des tunnels. Autre et dernier phénomène, c'est la disparition inexplicable d'appareils photo et de caméras qui semblent soudainement s'éteindre sans raison apparente. Donc, les histoires rapportent que certains équipements cessaient de fonctionner au moment même où des phénomènes paranormaux étaient en cours, comme des apparitions ou des bruits suspects. Alors, les catacombes de Paris, bien sûr, restent un lieu chargé d'histoire et de mystère. Leurs ossements entassés dans les galeries souterraines, leur atmosphère étouffante et les nombreuses légendes qui y sont attachées en font un terrain propice aux phénomènes paranormaux, aux croyances ésotériques et aux meurtres non élucidés. Alors que l'on soit convaincu par les récits de disparitions mystérieuses, de sociétés secrètes ou de phénomènes spectrales, une chose est certaine, les catacombes sont un lieu où le mystère, la mort et l'invisible s'entrelacent pour créer une atmosphère unique qui continue de fasciner et d'effrayer ceux qui osent s'y aventurer. Alors nous arrivons maintenant à la fin de cette émission dédiée au mystère des catacombes de Paris, à l'abduction de Travis Walton et aux rituels liés à la Lune. 3 sujets aux frontières du paranormal qui nous ont invités à plonger dans les légendes, les croyances et des événements qui défient la raison et l'explication. Alors, les catacombes de Paris, véritable labyrinthe de l'histoire et du mystère, nous rappellent que sous nos pieds se cache un monde ancien, souvent oublié, où se mêlent symboles,
sociétés secrètes et rites mystérieux. Quant à l'abduction de Travis Walton, un événement marquant de l'histoire des ovnis, il illustre bien cette frontière ténue entre la réalité et la fiction. Les témoignages, les enquêtes, les éléments factuels soulignent la complexité d'un phénomène dont les implications soulèvent autant de questions qu'elles suscitent de doutes. Enfin, les rituels lunaires et leur symbolisme ésotérique viennent clore cette exploration des mystères en nous rappelant l'importance de la Lune dans l'imaginaire humain. Depuis l'Antiquité, cet astre a joué un rôle central dans nos croyances. Les liens entre la Lune et des pratiques secrètes sont aussi anciens que fascinants, nous invitant à nous questionner sur ce qui se cache dans l'ombre et au fond de nous-mêmes. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les catacombes. Dans notre prochaine émission spéciale Un autre regard, le 22 avril, cap sur les mystères ufologiques du ciel angevin. Nous plongerons dans l'univers fascinant des ovnis avec Frédéric Brochard de l'association OVNI Anjou, qui viendra nous présenter l'association, leurs recherches, leurs enquêtes et les phénomènes inexpliqués observés dans la région. Vous allez être surpris. Lumières étranges, témoignages troublants, dossiers inédits. Rendez-vous le 22 avril à 21h. En attendant, ouvrez grand les yeux et l'esprit, car l'inconnu est peut-être plus proche qu'on ne le pense. À très bientôt dans un autre regard et prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.